Bonsoir, bonjour, plutôt bonsoir avec cet éclairage. C'est vrai qu'on a une petite tendance à se croire dans la nuit. Si vous voulez bien vous asseoir. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, le matin, c'est toujours difficile de commencer. Soyez honnêtes, on en est tous là, surtout que les consignes coronavirus nous ont empêchés de vous offrir un petit café qui nous aurait permis de démarrer peut-être plus vivement et plus promptement. En tout cas, un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être là pour cette nouvelle édition des Trophées Logement et Territoire. L'idée des trophées, c'est d'associer les professionnels et les acteurs du logement, publics et privés, les associations, tous ceux qui contribuent à faire de ce secteur un secteur vivant, dynamique, parfois meurtri, souvent vivant et plein de dynamisme et d'envie de progresser. Et c'est cette envie collective de progresser qui nous motive et qui nous conduit chaque année à distribuer ces trophées qui sont, je crois, une manière de dire merci, bravo d'abord, et merci aussi à tous les acteurs du secteur. Et avant de remettre ces trophées, je voudrais que nous nous réunissions autour d'une table ronde. Alors sur cette table ronde, on avait réfléchi et on s'était dit, nous allons peut-être demander aux candidats, aux futurs candidats à l'élection présidentielle, et comme vous l'avez peut-être remarqué, la liste n'en est pas close aujourd'hui, ou en tout cas pas définitive, si j'ai bien compris, et que certains d'entre eux n'ont peut-être pas tout à fait encore de programme prêt, en tout cas à ma connaissance, et qu'il était difficile de demander à des non-candidats, non encore prêts et non encore avec un programme, de leur demander ce qu'ils pensaient du logement. Il nous a semblé plus utile de demander à des acteurs majeurs du secteur, dans leur diversité, de nous dire ce qu'ils voudraient pour le logement de demain. Et donc je vous propose, sans tarder, que nous commencions à réunir cette table ronde. Alors cette table ronde, vous allez voir leur visage et ils vont venir sur cette tribune avec moi. Alors commençons par ce que nous avons appelé les grands témoins. Les grands témoins, pourquoi? Parce que eux et elles ne vont pas forcément nous dire leurs propositions, mais vont réagir justement aux propositions qui seront celles de nos participants. Alors j'appelle en tant que grand témoin Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est... Il est où Jean-Philippe? Venez avec nous, venez ici, et qui est... On pourrait l'applaudir, absolument, ça lui donnerait un petit coup de... Et qui est... vice-président de la région Île-de-France et maintenant président de l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France. Mickaël Nogal, que vous connaissez tous, mais applaudissez-le quand même, député de Haute-Garonne. Et un de ces parlementaires qui s'intéresse beaucoup au logement, et on l'en remercie. Et Philippe Pelletier, applaudissez-le également, qui est le président du directoire d'Habitat et Humanisme et qui est aussi le président de notre jury. Et en tant qu'intervenant de cette belle table ronde, j'appelle toujours dans l'ordre alphabétique Yannick Borde, Procivis. Venez avec nous Yannick, mettez-vous au bout si vous le voulez bien. Daniel Dubrac pour l'UNIS. Oui, absolument. Jacques Herman, Altarea Cogedim. Oui. Anne-Sophie Grave, CDC Habitat. Et Emmanuel Logno, Quartus. Oui. Et moi, je vais me mettre au milieu. Alors, je vais me mettre au milieu et je vais poser comme première question, les bouteilles d'eau tombent, mais ça, c'est toujours pareil, à nos intervenants, une question relativement simple. Je vais devenir un instant, alors vous savez que mon ego est surdimensionné, tout le monde vous le dira, président de la République française, le nouveau. Et je vais désigner mon nouveau ministre du Logement, seul, et je vais vous nommer. Et en vous nommant, je vais vous demander quelles sont les 2 mesures. Vous avez droit à 2,5 éventuellement, mais le président de la République a rarement beaucoup de temps. Quelles sont les 2 mesures que vous prendriez dans les 2, que vous allez prendre plutôt, que vous allez prendre dans les 2 ou 3 mois qui seront les premiers mois de votre mandat comme ministre du Logement? Alors, on va commencer dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique, puisque j'ai Emmanuel Logno à mes côtés. Et oui,
C'est un piège terrible. Et je vais demander à Emmanuel, alors, les 2 mesures clés, essentielles, qu'il faudrait prendre en tant que ministre du Logement demain. Alors, moi, j'ai réfléchi à deux mesures qui concernent, pour l'une, la libération de foncier, qui est quand même aujourd'hui le sujet du foncier, quand même la mère de tous nos maux, MAUX. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à une mesure là-dessus. Et puis, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment faire plus de bâtiments écologiques en France. Alors, je vais commencer par la dernière, parce que c'est peut-être la réponse que je propose est finalement assez simple, parce que les ministres, en général, doivent faire des réponses simples. Oui. Hein, et puis, encore une fois, le président a très peu de temps. D'accord. Hein. Il y a du monde qui succède, là. Hein. Et donc, la première, ce serait, vous savez qu'en France, on est tenu par la charte d'Athènes, qui date quand même du début du siècle dernier, et qui a fixé des zonages en France avec des zones d'activité et des zones de logement, et qui a créé des permis à destination. Alors, quand je suis dans mon lit et que j'ai un ordinateur dans les mains, qu'est-ce que je fais? Je vis, ça c'est sûr. Est-ce que je travaille? Est-ce que j'habite? Donc moi, je trouve que cette notion d'activité et de logement, aujourd'hui, elle est devenue très fongible. Et j'essaierai de faire évoluer la réglementation pour créer des permis sans destination, pour réussir à fabriquer finalement des bâtiments agnostiques, c'est-à-dire sans connaissance de la destination future, dans lequel les clients vont pouvoir s'emparer pour ici, au premier étage, réaliser des locaux d'activité, à côté, pourquoi pas, des locaux destinés plus au logement. Et donc, première mesure, ce serait celle-là. Donc, modification de la réglementation du permis de construire. Pour créer des permis sans destination. La législation, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a plus attrait au foncier. Je veux quand même revenir, pardon d'être peut-être un peu long, mais revenir sur le sujet de la taxe d'habitation. Parce que, quand même, il n'y a pas un élu, un maire, avec qui on discute, qui ne nous parle pas de cette suppression de la taxe d'habitation. Suppression de la taxe d'habitation, elle a décorrélé les recettes finalement, l'augmentation de la population. On a donné, à travers les lois de décentralisation, plus de pouvoir aux élus, et aujourd'hui, on leur enlève les moyens d'exercer ce pouvoir. Et donc, évidemment, ça ne leur donne pas envie de construire. Donc, il faudrait quand même que... Alors, on vient d'enlever la taxe d'habitation, on ne va pas la remettre, mais ça va pas être facile. Réussir à leur donner de la visibilité sur ce sujet, la visibilité sur... Et si j'accrois ma population, qu'est-ce qui se passe pour mes recettes fiscales? Parce que la tentation du diable, c'est d'augmenter la taxe foncière et du coup d'enchérir le prix du foncier en zone tendue. Mais ça, c'était une première réflexion, un préambule. Ma proposition... C'est un préambule, parce que ça, c'est... La proposition n'est pas de revenir sur le... Non, mais oui, quand même, il faut se poser cette question. Je pense que tous les maires... Et puis Jean-Philippe s'exprimera sur ce sujet, mais je pense que tous les maires ont une interrogation par rapport à la gestion de ces recettes futures qui est liée à la suppression de la taxe d'habitation. Ensuite... plusieurs élus autour de ça. Voilà. Ensuite, donc, ma proposition, moi, elle concerne toute la fiscalité autour du foncier. Pour libérer le foncier, on a en France quand même une fiscalité qui est un peu curieuse, c'est-à-dire plus je détiens dans la durée du foncier, moins je paye d'impôts. Or, aujourd'hui, en zone tendue, on veut, au contraire, que le foncier soit libéré plus vite pour permettre justement au marché de pouvoir construire. Donc, il faudrait au moins, à minima, que ces taxes, elles soient flat, quel que soit le moment où vous vendez votre actif. Et puis, pourquoi pas, d'instaurer une taxe aussi, une nouvelle taxe. Bon, pas la mode. Création d'une nouvelle taxe. C'est pas la mode en ce moment. C'est pas la mode en ce moment, mais sur des biens qui sont
des actifs qui sont libres depuis plus d'1 an, 2 ans peut-être, je ne sais pas, la jauge elle reste à fixer, mais voilà, d'encourager les investisseurs, les propriétaires, d'arbitrer ces actifs en proposant une taxe quand les locaux, en zone tendue, hein, tout ça, ça se fait en zone tendue, quand les biens sont libres d'occupation depuis plus d'1 an, admettons, il y a une taxe plus importante sur l'actif qui s'impose. Voilà les propositions, les 2 propositions. Voilà mes propositions. Monsieur le futur ministre, souvent le président a des conseillers autour de lui. Et est-ce qu'un de nos 3 grands témoins veut réagir à ces 2 propositions, soit pour dire son accord, soit éventuellement son désaccord? On a le droit de débattre, c'est un peu l'idée. Messieurs, Jean-Philippe Dugouin-Clément, je sens que vous prenez le micro. Non, juste comme ça, brûle pour point. Alors, la question est de savoir si on est candidat en tant que ministre du Logement pour un président en période électorale ou après sa réélection. C'est après. Là, nous nous situons au 2e semestre. Des propositions qui ont été faites, je pense qu'il y a une question du choix et de la gestion calendaire qui peut destiner le sort du futur ministre. Alors, juste remarquer quand même que sur l'introduction, vous avez réussi coup sur coup à vous briller avec le président de la République et le ministre du Logement actuel. Absolument. Mais ce qui relève quand même d'une performance assez forte. Non, comme ça, 2 remarques, avec des questions qui souvent sont très techniques et sont souvent assez peu parlantes pour la grande masse des gens et peuvent faire peur. C'est le cas de ce qui a été évoqué là. Sur le premier sujet, sur les permis de construire et en fait la non-destination des biens, moi j'y suis plutôt opposé pour le coup. Pourquoi ? Parce que l'aménagement urbain autour du bien, notamment en termes d'équipement, nécessite de savoir si on a des familles, si on a des entreprises, du bureau ou de l'activité. On ne va pas forcément être sur la même composition urbaine. Et donc, l'idée n'est pas forcément à jeter intégralement, mais quand on aménage un quartier, on ne l'aménagera pas de la même manière si on est sur un quartier avec des typologies assez résidentielles, assez grandes sur les appartements, ou si au contraire, si ça peut muter intégralement sur du bureau, on va faire des écoles pour rien, ou à l'inverse, on aura du bureau qui va sortir en logement, on n'aura pas les écoles ou les crèches. Donc le problème, c'est les effets dominos en cascade. Donc pourquoi pas, mais à mon avis, à regarder comment on accompagne l'ensemble du mouvement. Sur le deuxième point qui a été évoqué, moi, je pense qu'effectivement, on ne reviendra pas sur la taxe d'habitation. À titre personnel, je pense que c'était une erreur de la supprimer, mais on ne reviendra pas dessus. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de garantir une recette pérenne en fonctionnement aux communes par rapport à l'accroissement de la population. Le moteur de l'accroissement de population des communes, c'était l'augmentation des recettes. S'il n'y a pas de garantie sur l'augmentation des recettes et dotations ayant fondu, mécaniquement, vous avez une même part du gâteau, vous avez un gâteau d'une même taille que vous divisez en plus de parts, et donc pas un maire n'est prêt à le faire. Et donc on a un sujet là-dessus de donner une visibilité et des garanties au bloc communal, sinon on ne fera pas on ne sortira pas des choses. Et enfin, aller taxer du bien qui est thésaurisé, qui ne sert pas sur des zones tendues, ça fait partie des éléments de maîtrise du foncier auxquels on peut réfléchir. Comme d'ailleurs, il y a une question qu'il faudra qu'on arrive à se poser, mais je ne veux pas préempter les autres impétrants au ministère, c'est la question du contrôle des prix du foncier en zone très tendue. Parce que l'une des problématiques qui va se poser quand on veut construire quelque chose de qualité, quand on veut être sur des logiques vertueuses, quand on veut aller sur des bâtiments qui soient zéro carbone, si on a un prix de foncier qui est complètement déconnecté de toute réalité parce qu'on est dans une course aux enchères permanente, on ne peut pas le faire. Philippe Pelletier, un mot peut-être. Une réaction sur une seule des 2 propositions pour aller vite. Je suis tout à fait favorable à la première proposition d'Emmanuel qui est de faire en sorte que les bâtiments soient à multi-usage et que leur réversibilité soit possible dès le début. 2 raisons à cela. Première raison, il a visé la charte d'Athènes 1932
même si son application est postérieure, qui a fait des ravages en nous disant qu'il faut aller dormir ici, travailler là et commercer dans un troisième lieu. Ce n'est plus ce que nous voulons aujourd'hui. Et il faut donc arriver à une mixité d'usages dans les mêmes espaces. Et puis la réversibilité des bâtiments eux-mêmes, ceux qu'on va construire, qui ont au début un usage, mais qui auront par la suite un autre usage, doivent être conçus tels dès le début, parce qu'il faut qu'on accepte tous l'idée que la perspective des démolitions s'éloigne à grands pas. La démolition, elle libère du carbone, la démolition, elle fabrique des déchets dont on ne sait que faire. La démolition va devenir l'exception. Il va donc falloir vivre durablement avec des bâtiments qui, au cours de leur vie, auront des usages différents. Et il va falloir réconcilier les bâtiments avec la vie, faire en sorte qu'on habite, on travaille, on commerce, on se cultive, on fasse du sport dans des périmètres confondus. Donc je crois que ces deux exigences, elles appellent peut-être pas la disparition des destinations, mais un assouplissement très grand des destinations sans ôter aux maires le pouvoir d'organiser l'urbanisme. Alors on voit tout de suite que le métier de président, c'est pas facile, parce que dès qu'il y a une proposition, il y a deux réactions différentes et que le choix politique, c'est toujours compliqué. Alors, Madame la future ministre Anne-Sophie Grave, quelles sont les deux propositions que vous souhaiteriez voir mettre en œuvre dès votre arrivée au ministère? Alors, moi, je commencerai d'abord par formuler un vœu. Ah, on a droit aussi. Voilà, et ce vœu, ça serait d'élargir le prisme et en fait de ne pas avoir un ministère du logement, mais avoir un ministère de la ville et du logement, puisqu'effectivement, finalement, le logement, il me semble, non? C'est un peu réducteur et effectivement, on est acteur. Quand on parle de logement, on parle, et d'ailleurs, on vient de le voir dans les échanges à l'instant, on parle d'un quartier, d'un territoire, d'une ville. Des usages aussi, voilà, qu'on accompagne par le logement. Et donc, voilà, mon vœu est que le prisme puisse être élargi, les villes et pourquoi pas aussi aménagement. On voit bien avec la crise sanitaire, les questions de télétravail, voilà, l'attractivité nouvelle des villes moyennes, la question d'aménagement du territoire quand même revient aussi en force dans le débat public. Alors, une fois que j'ai formulé mon vœu, ensuite, je vais répondre un peu différemment à votre question, Pascal. C'est-à-dire que c'est plutôt finalement, moi, quelles sont les deux grandes questions dont je souhaiterais que le futur ou la future ministre du Logement se saisisse. D'une part, ça serait le renforcement de la territorialisation des politiques du logement. Et pour faire cela, il y a peut-être deux pistes, je dirais, possibles. Soit alors d'aller très loin dans un acte de décentralisation des politiques de l'habitat et du logement, mais comme dirait Jean-Philippe Dugouin, ça peut dépendre aussi de la sensibilité du président. Donc là, on ne sait pas à quel président on s'adresse. Donc voilà, est-ce que c'est un président décentralisateur ou centralisateur? Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, décentraliser la politique du logement, notamment au niveau des intercommunalités, je pense, permettrait effectivement peut-être d'avancer de manière plus radicale sur la politique du logement. Ou sinon, reprendre effectivement un certain nombre de propositions qui émanent des travaux de la commission Rebsamen, notamment sur les contrats territoriaux et la possibilité qui pourrait être donnée aux collectivités de déroger sur un certain nombre de points, notamment pour permettre l'intensification urbaine et la densité, notamment dans par exemple, dans des territoires proches des gares, et pour permettre là aussi de réaménager en fonction des contraintes du territoire. Pourquoi si je dis cela? Puisque j'aurais dû aussi préciser que mon propos, en fait, il vise aussi à essayer de résoudre ce paradoxe qui est devant nous, c'est de dire comment on continue, on essaye tout au moins de produire plus en artificialisant moins les sols. Je pense que c'est un sujet majeur de la future. Pas simple.
Non, pas simple, mais on voit bien que ça se joue vraiment dans une échelle voilà, de proximité de territoire. Et je pense qu'il y a d'excellentes propositions dans la commission Rebsamen là-dessus, sur à la fois comment, sur des secteurs bien définis, des secteurs tendus, la commune peut déroger voilà, pour permettre effectivement d'aller vers plus de densité. Et puis le deuxième sujet, mais qui a commencé à être évoqué effectivement dans le premier débat, mais qui est très lié finalement à cette territorialisation des politiques du logement, c'est effectivement comment on intensifie aussi là les stratégies foncières sur les territoires, de quel outil on se saisit. Alors il y a l'outil de la fiscalité qui a été évoqué par mon voisin, mais on sait bien effectivement que nous, opérateurs, on va devoir davantage recycler des bâtiments, reconvertir des friches. Je pourrais aussi tourner vers notre voisin sur la reconversion de centres commerciaux. On sait très bien que c'est des opérations compliquées au long cours sur lesquelles il faut effectivement des outils de portage foncier longs. Il faut aussi des investisseurs, je dirais, de long terme qui puissent venir investir sur ces territoires et ces sujets-là. Voilà. Et donc pour cela, puisqu'on sait aussi que ça coûte forcément plus cher de sortir des logements dans ces circonstances quand on est sur de la reconversion ou du recyclage, et que là aussi, il faudra trouver les équilibres économiques qui vont bien. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut trouver les dispositifs d'incitation, voilà, notamment en général c'est la fiscalité, qui vont bien pour permettre à ces projets d'émerger. Alors, une réaction à Madame la future ministre du Logement, Michaël Nogal. Oui, bah alors écoutez, moi je suis très à l'aise avec ces propositions parce que, si je puis dire, on est en plein dedans. On a la loi de décentralisation qui est en cours d'examen au Parlement. Je suis le rapporteur à l'Assemblée nationale pour la partie logement et urbanisme. Et c'est justement... C'est un peu une des raisons de votre présence aujourd'hui d'ailleurs. Par exemple, parmi beaucoup. Aujourd'hui, la décentralisation du logement, elle est déjà en cours depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que l'intercommunalité, parce qu'en général, elle est... le niveau du bassin de vie a eu tendance à prendre de plus en plus de compétences. Et ce qu'on va faire dans la loi de décentralisation, c'est notamment créer le statut d'autorité organisatrice de l'habitat qui sera conféré justement aux intercommunalités dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que ces intercommunalités exercent un certain nombre de missions pour pouvoir prétendre à ce statut. Moi, je suis évidemment pour la décentralisation. Je crois que le président de la République, devant le Congrès des maires, a été aussi très clair. C'est un phénomène qu'on veut accompagner, mais il faut le faire en responsabilisant l'ensemble des acteurs. Je vais vous donner un exemple. Sur les politiques de peuplement et de mixité sociale, on a des outils qui ont été créés par la loi, notamment depuis 2017, les conférences intercommunales du logement et les conventions intercommunales d'attribution, qui permettent justement d'avoir à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une rue, une politique qui est pensée par les acteurs de terrain. Les bailleurs sociaux, les services de l'État au niveau déconcentré, les élus locaux en premier lieu. Et on se rend compte que dans toutes les intercommunalités qui auraient dû mettre en place ces outils, seulement un quart aujourd'hui l'ont fait. Donc derrière la volonté collective de territorialiser, moi je suis très attaché à ça et je participe à créer ces nouveaux outils. Quand je parle de responsabilisation, c'est que maintenant, la balle est aussi dans le camp des élus qui ne sont pas toujours favorables à cette intercommunalisation, si je puis dire. Parce qu'on a encore la délivrance du permis de construire qui est dans les mains du maire, on a encore les objectifs de la loi SRU qui va être pérennisée grâce à cette loi de décentralisation qui implique et qui oblige l'ensemble des maires dans un territoire qui concerne près de 2000 communes en France. Et donc, il faut accompagner ce changement. C'est des changements importants pour les élus locaux. Donc oui, pour la décentralisation, mais oui aussi pour la responsabilisation des acteurs locaux. Oui, et évidemment, c'est un peu la quadrature du cercle. Jacques Herman, ça y est. Monsieur le Président, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais avant d'accepter ce ministère, je voudrais être bien sûr qu'on va en faire une grande priorité de votre mandat. Aïe! Pourquoi faut-il en faire une grande priorité de votre mandat? C'est parce que le logement, c'est social, c'est sociétal. Ça n'est pas un sujet budgétaire, c'est pas un sujet de BTP, c'est même pas un sujet d'environnement, parce que ça, on a compris. Maintenant, il faut arrêter d'en parler et le faire, il faut exécuter.
c'est un sujet d'intégration sociale et sociétale. Construire, résoudre le problème du mal logement, résoudre les problèmes d'offres, c'est réussir la ville, une ville heureuse, dense, douce. C'est intégrer les populations dans une ville où elles seront équilibrées et heureuses d'être là. Et donc l'enjeu, il est très fondamentalement sociétal. Quand on se trompe, quand on fait des grands ensembles, on crée des ghettos. Quand on ne construit pas, on crée du mal logement, plein de problèmes de sécurité, d'intégration dans la société. Donc c'est absolument majeur. Et si on est d'accord pour en faire une priorité absolue de votre quinquennat, Monsieur le Président Bonnefille, j'accepte volontiers ce ministère. Et normalement, les ministres ne disent pas si. Je commencerai par 2 mesures majeures. La première, parce que les prix ne vont pas cesser d'augmenter. Tout concourt à l'augmentation des prix, et ça va continuer, c'est de resolvabiliser la demande, notamment la demande des accédants. Et donc je propose, comme en Suède, que l'État organise et peut-être cautionne des systèmes de prêt à 100 ans. 100 ans pour l'accession à la propriété, et donc amortissable seulement à hauteur de 1% par an. Donc chaque année, on consacre 1% du prix du logement à payer les intérêts et un autre % à rembourser une toute petite partie du prêt. Donc un logement à 250 000 €, ça fait une échéance de 5 000 € par an, 400 € en gros par mois. Donc c'est abordable et donc on resolvabilise la demande pour l'accession à la propriété. Pardon, monsieur le futur ministre, mais 100 ans, ça c'est pas difficile, si vous voulez, si on considère que le logement a une valeur intrinsèque permanente et qu'il ne se déprécie pas trop. On n'est pas obligé, les entreprises notamment du secteur immobilier, je ne sais pas si vous le réalisez, ne remboursent jamais leurs emprunts, elles les refinancent. C'est bien connu. Voilà. Donc pourquoi pas la même chose pour les particuliers? Au lieu de rembourser ses emprunts, on en rembourse une toute petite partie et on considère que quand on le vend, on rembourse. Quand on en achète un plus grand, on repart pour 100 ans, etc. Donc en fait, on refinance, un système de refinancement. Ça, c'est la première mesure pour resolvabiliser la demande. C'est indispensable parce que sinon, on va pleurer toute l'année sur la hausse des prix qui a plein de raisons absolument qui s'imposent à nous, notamment l'environnement, les normes, etc., le prix du foncier, le prix de la construction, de la main-d'œuvre et tout et tout. La deuxième mesure, c'est plus difficile, c'est résoudre le problème de l'offre, donc décoincer l'offre. Et là, il y a 2 choses. La première chose, c'est de convaincre les maires qui ont la signature du permis de construire que l'enjeu est sociétal et que donc ça n'est pas possible de tout bloquer, de tout arrêter. Mais pour les convaincre, il faut résoudre leurs problèmes opérationnels. Les maires sont des gens pragmatiques, donc ils ont des problèmes de crèche, ils ont des problèmes d'école, de taxes d'habitation, de taxes foncières, de recettes fiscales. Ils ont des problèmes de vie dans leur ville, d'intégration, etc. Donc là, je n'ai pas de martingale absolue. Je pense qu'il faut parler aux maires, qu'il faut prendre un à un leurs problèmes opérationnels et les lever. Comment? Il faut discuter et travailler. Mais quand on aura resolvabilisé la demande, décoincé les maires sur leurs problèmes opérationnels, qu'on leur a fait prendre conscience, comme à nous tous, que le logement, c'est sociétal, c'est la ville et la vie, et une vie heureuse, je crois qu'on aura fait beaucoup de chemin et c'est les mesures et les priorités que je vous propose pour votre quinquennat. Alors, messieurs les conseillers, les hauts conseillers. Oui, Michael Nogal, je vous en prie. De manière très courte, pour réagir à ce dernier point, la boussole de l'élu local, national, c'est le citoyen. Donc, évidemment, et c'est ce qu'on a fait avec la commission Rebsamen, ça a été de traiter tous les points de blocage pour les maires, toutes les difficultés que rencontraient les maires sur le plan technique, financier. Donc il y a déjà des mesures qui ont été adoptées dans la loi de finances. Mais je crois que le travail, et c'est encore plus difficile, qu'on doit réaliser collectivement, c'est recréer un pacte avec le citoyen, un pacte républicain du logement, parce qu'on veut à la fois des logements moins chers, on veut payer moins cher, on veut accéder à la propriété plus facilement, mais en même temps on n'accepte pas, quand je dis on n'accepte pas, les maires qui ne construisent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose contre le bâtiment. Il y en a certains qui en font un argument politique, mais c'est une minorité. Par contre, vous avez une pression des citoyens qui, quand ils sont installés quelque part, ne veulent pas qu'autour d'eux, ça bouge. Voilà. Et on est tous pareils, on a tous ce paradoxe. Et donc, il faut arriver à concilier les aspirations des Français. Il faut que les Français intègrent le fait que si on veut des logements moins chers, il faut forcément, on ne peut pas simplement mobiliser les logements vacants. Il faut le faire, mais en termes de volume, ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à construire intelligemment avec des contraintes de non-artificialisation, mais il faut surtout convaincre les Français que c'est pour le bien commun qu'on va construire
Et derrière, si vous n'avez pas des recours, si le maire voit que l'idée de construction est acceptée par ses concitoyens, par ses administrés qui votent pour lui, je peux vous dire que derrière, la tuyauterie et les mécanismes financiers et administratifs, ils suivront. Mais d'abord, travaillons sur la relation avec les Français et l'acceptation par tous pour ensuite que les maires puissent faire leur travail aussi. Jean-Philippe Dugoin-Quelment. Oui, moi je partage ce qui a été dit précédemment sur les deux interventions. Il y a deux sujets. Il y a un sujet pratico-pratique. Comment est-ce qu'on facilite l'acte de construire? Comment est-ce qu'on facilite la gestion de nouveaux habitants? Ça, c'est de la technique. Et il y a un sujet qui est beaucoup plus lourd, qui est un sujet sociétal, qui est un sujet politique, qui fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus... Les maires, comme les élus, ne sont que le reflet et les mandataires de ceux qui les ont nommés, de ceux qui les ont élus, des citoyens. Et quand un maire bloque sur un sujet de logement, c'est parce qu'il y a des refus locaux. On est, je trouve, sur un glissement depuis 3 ou 4 ans extrêmement dangereux, qui est un glissement malthusien, qui se fait au nom d'une vision complètement dévoyée de l'environnement, qui se fait au nom d'un massacre social, qui est un refus de construire, qui est une logique. On est vraiment dans le monde du dernier barbare romanisé qui veut fermer la porte derrière lui pour que plus personne ne rentre. Parce que paradoxalement, quand vous êtes maire, et c'est mon cas, très souvent les conflits les plus durs ne viennent pas de gens qui sont là depuis 30, 40, 50 ans, qui ont déjà vu la ville ou le village évoluer. Elle vient de personnes qui sont là depuis moins de 10 ans, qui ont acheté sur quelque chose qui était une image d'Épinal et qu'ils souhaitent gélifier pour l'avenir, qu'ils souhaitent ne plus voir bouger. Et donc on a là véritablement un sujet majeur qui est un sujet de combat politique, d'expliquer que quand on parle à longueur d'antenne de transition écologique, de vertu de la construction, de zéro artificialisation nette, ça implique une chose ipso facto, c'est d'accepter de densifier. Il y a un travail d'explication, de conviction qui est majeur et dont le problème collectivement dont on est responsable, c'est qu'il n'y a pas une commune, quelle que soit la couleur politique du maire, dont l'opposition, quelle que soit sa couleur politique, ne va pas aller faire campagne contre les projets d'aménagement ou les projets urbains. Il y a une espèce de schizophrénie et de double langage de la part des élus, selon qu'ils soient dans les oppositions municipales ou qu'ils soient à Paris, qui aujourd'hui devient intolérable et quelque chose qui, à mon sens, est socialement criminel. Et puis, dernière chose, parce que la réalité, qu'est-ce qui fait que les gens, alors que pendant des années, amener de nouveaux habitants, c'était amener du progrès, c'était une marche en avant, c'était amener du dynamisme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie des populations se raidissent? C'est une peur du déclassement. On est dans une société, il faut dire ce qui est, depuis une dizaine d'années, a l'impression de vivre moins bien, a une crainte du déclassement et ne voit plus l'arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles activités comme une chance ou un progrès, mais comme un risque de dégradation du cadre de vie. Et le sujet qu'on a sur tous les projets d'aménagement qu'on porte collectivement, c'est d'y arriver avec l'État, les régions, les agglos, les départements, c'est de faire en sorte que quand il y a des aménagements qui soient portés, il y ait le niveau de service public qui suive. Parce que si on n'arrive pas en prouvant, en démontrant que là où il y a de nouveaux habitants, on a un mieux-être, un mieux-vivre, on n'en sortira pas, on ne cassera pas cette image. Oui, voilà des vrais sujets. Alors, Danielle Dubrac, vous, Madame la Ministre. Alors, déjà, si j'étais ministre du Logement, je modifierais le ministère du Logement, j'en ferais un ministère d'État. Moi aussi, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Madame. Je ferais un ministère de l'Habitat. Le logement, c'est la boîte dans laquelle on habite, on occupe. L'habitat, c'est vraiment tout ce qui est autour, les espaces publics, l'accessibilité. Je dirais même un logement de l'habitat durable, c'est-à-dire faire des logements, soit on les recycle, soit on les crée, qui soient plus simples, plus respectueux de l'environnement. C'est plus facile pour peser sur les arbitrages interministériels quand même, de pouvoir mieux coordonner. Ça n'enlève rien à la qualité des intervenants et des fonctionnaires de l'État actuellement dans les différents ministères dont dépend le logement. Donc, je crois que c'est vraiment ça la grande mesure phare et je vois que d'autres personnes autour de la table sont pour cette mesure. Et puis la deuxième mesure, bien sûr, c'est un plan de mobilisation
très important sur le parc existant ancien, parce que là, vraiment, monsieur le député, je suis désolée, mais le calendrier, ça ne va pas le faire. On est tout à fait conscient qu'on est le deuxième secteur, le bâtiment sur les rejets de gaz à effet de serre avec les 27%, les 45% de consommation d'énergie. Mais le calendrier, il est difficile. On va se priver dans quelques années de 25% du parc locatif. 96%, 97% de l'offre locative sont des propriétaires particuliers. Premier point. Deuxièmement, sur les 500 000 immeubles, 10,6 millions de logements locatifs, il y en a plus de 2 millions en classe F et G et 1,9 million en classe E. Nous avions demandé, monsieur le député, que ce calendrier soit un peu plus revu, notamment sur la classe E, les 2034, les passer en 2038. Je comprends qu'il y a une difficulté, nous sommes tout à fait d'accord pour atteindre la neutralité carbone. Ce n'est pas le sujet. Mais du coup, ce plan de mobilisation, qu'est-ce qu'on propose nous à UNIS? On a écrit un manifeste qui est à disposition sur notre site internet. Le première étape, bien sûr, c'est d'adapter ce calendrier, parce qu'autrement, on va se priver de ces 25% de parcs locatifs. Donc, cette adaptation, pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il y a eu une loi en 2015, il y a eu une loi en 2019, et il y a eu la dernière issue de la Convention citoyenne. Et donc, il y a des décrets qui se sont bousculés. Et donc, on se retrouve déjà en 2022 à geler les loyers. En 2023, les passoires énergétiques qu'il faut supprimer, etc. Le deuxième point, donc, au-delà de ce calendrier adapté, et on est d'accord pour travailler ensemble, d'ailleurs, il y a des missions flash un peu partout des députés qui se font pour voir comment est-ce qu'on peut regarder sur des éléments factuels. Le deuxième point, évidemment, puisque nous avons la chance d'avoir les primes, ma prime rénove, mais peut-être regarder la prime, non pas par rapport au statut du propriétaire, mais peut-être par rapport à tout simplement le montant du loyer ou de mise en loyer du logement, et peut-être ne pas regarder ces histoires de statut du propriétaire, parce qu'on n'y est pas. On parle de 70 milliards, je crois que c'est 24 milliards pour tout ce qui est parc locatif, et donc du coup, quand on regarde ce que met ma prime rénov, même si c'est bien 2,5 milliards, on ne va pas arriver à faire ce vote en Assemblée générale, et surtout cette rénovation qui est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs écologiques que nous avons à mener tous ensemble, et on les partage. Donc du coup, peut-être continuer encore plus cette histoire de ma prime rénov, ne pas la lier au statut du propriétaire, aussi peut-être regarder sur le reste à charge, comment est-ce qu'on peut encore aider un peu plus les gens qui sont dans la précarité énergétique. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est le calendrier, ces aides. Il y a beaucoup, des 70% de logements qui sont des bailleurs privés en copropriété. Donc on perd les copropriétaires bailleurs parce que du coup, ils vendent les classes F et G parce qu'ils se disent je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vends. On perd les copropriétaires parce que c'est compliqué, le formalisme est compliqué, il faudrait modifier aussi les règles de décision. On perd aussi le citoyen parce qu'il ne sait plus très bien dans quelle catégorie il est. Donc, sur cette décision d'Assemblée générale, avec les aides qui vont avec, il faut sanctuariser ces aides dans un plan pluriannuel, une loi de programmation pluriannuelle, de façon à ce que si on décide, la première année, on a une aide, et qu'au moins on soit sûr de cette aide, et qu'il n'y ait pas des mouvements type loi de finances qui puissent ensuite remodifier à la fois l'éligibilité des travaux ou bien alors le montant de l'aide. Il faut vraiment qu'on soit sûr de cette aide. On ne peut pas tout faire au dernier moment. On est en train de sensibiliser, les professionnels s'en occupent, les consommateurs sont sensibilisés sur la santé, sur l'environnement, c'est tout le contexte, mais il faut absolument qu'on arrive à faire ces travaux, et pour y arriver, il faut donc un petit peu plus mobiliser de fonds. C'est peut-être un peu difficile, mais si par exemple on supprime la taxe foncière, je sais que c'est pas du tout bien ce que je dis, mais ce montant de taxe foncière, c'est dans notre manifeste. On pourrait dire que ça serait en contrepartie de faire des travaux de rénovation dans un logement. Puis le troisième point, c'est inciter les particuliers à investir, parce que les investisseurs propriétaires, bailleurs, particuliers, ils sont là, et aussi rénover, c'est-à-dire les deux. Et donc pour ça, il faut qu'ils puissent amortir leurs biens
C'est très important. Quand vous achetez un camion de chantier ou une pelle mécanique, vous amortissez sur 5 ans ou 8 ans, parce que c'est un gros investissement. Eh bien, trouvez pareil, je ne sais pas si l'amortissement, le taux sera linéaire ou pas, mais c'est pouvoir amortir cette possibilité comme tout investissement. Et puis, ça serait corrélé, bien sûr, au niveau du loyer. Hein. Plus le loyer serait raisonnable et bas, et plus, bien sûr, le taux serait adapté et élevé. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais dire, parce que si on ne prend pas ces mesures-là, on ne va pas y arriver. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y arriver, Philippe Pelletier? Alors, une première observation, Daniel Dubrac est le premier intervenant qui met clairement l'accent sur le recyclage de l'existant, sur la rénovation. Les autres interventions étaient principalement orientées vers la nécessité de produire des nouveaux logements et sans opposer aucunement l'une des actions à l'autre action, je pense que c'est une bonne idée de dire que durablement, le sujet du recyclage de l'existant est un sujet qui va nous occuper et dans la longue durée. Et ce premier point me paraît tout à fait important en débordant le sujet purement énergétique ou environnemental, parce qu'on a des sujets immenses comme rendre possible la vie à domicile des personnes âgées dans la durée, qui va supposer des grands travaux d'adaptation de leur logement dans l'ensemble des parcs. Alors, sur l'inquiétude exprimée par Daniel, qui est qu'on va trop vite dans la mobilisation du parc locatif privé, des 7 millions de logements du parc locatif privé, je ne sais pas, et on ne va pas discuter ici du calendrier, de savoir s'il est tendu ou pas, mais je sais et je dis que c'est une démarche que moi j'approuve grandement, qui est qu'il faut qu'on accepte, comme le fait le parc social depuis longtemps, de donner des conditions de confort et de maîtrise des charges aux locataires dans leur ensemble. Et les locataires du parc privé étaient franchement à la traîne, puisque le niveau des charges de chauffage, notamment, des logements qu'on leur loue, est un niveau trop élevé. Et donc c'est un sujet de justice sociale, c'est un sujet d'équilibre de la vie en société qui est proposé en disant aux bailleurs, on va vous accompagner, on va vous aider, et l'outil spectaculaire que constitue MaPrimeRénov', qui cette année permettra de dire que 700 000 logements auront été concernés par ces financements, même si tous, évidemment, n'auront pas fait l'objet de rénovation globale spectaculaire, mais on a engagé un processus de rénovation de l'existant majeur qui devrait s'inscrire dans la durée, et moi je pense qu'on saura adapter, accompagner les bailleurs privés et leur permettre d'offrir à leurs locataires des logements dignes. La loi parle de logements décents, et je pense que c'est le minimum de ce qu'on doit offrir dans une société. Alors, ce n'est pas facile à faire, mais je pense que cette mesure, il faut que le prochain ministre du Logement la confirme, la renforce et peut-être l'ajuste dans son calendrier. Et fasse beaucoup de pub pour MaPrimeRénov'. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas totalement au courant de l'histoire. On reviendra sur le sujet. Et sur l'encadrement des loyers, il faudra y réfléchir. On en parlera aussi. Yannick Borde, vous êtes non pas notre dernier, enfin quand même si, notre dernier ministre en piste. Vos deux propositions essentielles. Bonjour à tous. Quand vous avez indiqué que c'était dans l'ordre inverse de l'alphabet, j'étais inquiet parce que je dis à la fin, est-ce qu'il va me rester des idées, mais ça va, il y a tellement de sujets qu'il reste beaucoup d'idées. Je ne sais pas si ça se fait, mais moi d'abord je vous demanderai en tant que président quelques préalables avant de savoir si j'accepte la fonction. Ah oui, ça y est, des conditions. Et déjà, avant de faire deux propositions ou deux et demi, la première c'est
le souhait exprimé, je pense, par une intervention ou deux précédentes, c'est qu'on ait un ministère du logement, même s'il peut être rebaptisé avec le mot immobilier, avec le mot habitat, avec le mot aménagement, enfin, qui soit un ministère de plein exercice et pas rattaché à un autre ministère pour une raison assez simple, c'est que le logement, vous y rentrez par le social, vous y rentrez par l'environnement, vous y rentrez par l'économie, vous y rentrez par l'aménagement du territoire, donc un ministère de plein exercice. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'il faudra aussi à un moment donné arriver à se caler assez vite, c'est on est dans un État aujourd'hui qui a une situation financière et budgétaire extrêmement complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc quelle est la marge de manœuvre budgétaire qui peut exister sur ce ministère-là. Quand je dis ça, je ne dis pas nécessairement qu'il y a besoin d'en rajouter. Je dis tout simplement qu'il faut rechallenger certainement un certain nombre de lignes budgétaires pour pouvoir en dégager de nouvelles. Je pense à une nouvelle, par exemple, qui est apparue ces derniers temps, qui est le fonds Friche, qui peut être une vraie belle solution, à condition qu'il soit sanctuarisé et sans doute un peu plus ambitieux sur le plan budgétaire. Et puis la troisième chose, c'est de partager le diagnostic du mandat qui se termine et de voir ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait. Et par exemple, dans ce que moi je trouve être favorable, même s'il n'y a pas de nuance avec ce qu'a dit Daniel juste avant, mais peut-être des points différents, des points de vue différents, tout ce qui a été apporté sur le parc existant à travers notamment MaPrimeRénov', le renforcement de l'ANA, et puis demain MaPrimeAdapt', etc., est quelque chose aussi qu'il faut inscrire dans la durée et qu'il faut stabiliser. Sur les 2 mesures ou 2 mesures et demie immédiates, elles doivent bien évidemment prendre en compte le contexte actuel. Le contexte actuel, il est d'abord une classe moyenne qui n'arrive plus à accéder à la propriété. Alors, je n'étais pas aussi innovant, je ne prenais pas autant de risques, sans doute un peu déformé. Pas de prêt à 100 ans sans doute un peu déformé par une culture financière où les prêts à 100 ans sont un peu compliqués à imaginer. Mais remettre ce qui fonctionnait et qui a été cassé, et je pense notamment à l'APL accession. L'APL accession, c'était une économie budgétaire de 50 millions, et quand ça a été annoncé, tous les experts qui ont travaillé sur le dossier se sont à peu près accordés pour dire que ça condamnait à peu près entre 20 et 30 000 accédants à la propriété. Je pense que nos amis de Bercy doivent être capable de nous démontrer assez vite que quand on supprime 20 à 30 000 logements, la TVA, la fiscalité locale, tout ce qui va dessus, je pense qu'on doit être très largement au-dessus des 50 millions d'économies budgétaires. Donc c'était un arbitrage présenté comme budgétaire. J'ai jamais été convaincu qu'au fond, ce soit tout à fait ça. Donc l'appel accession, c'est ce qui solvabilise cette frange de population qui a capacité à sortir, par exemple, du parc locatif privé ou social, d'ailleurs, peu importe, pour accéder à la propriété et qui, aujourd'hui, ne peut plus le faire. Donc, ralentit et freine la chaîne du logement et le parcours résidentiel qui permet cette fluidité des uns et des autres dans son parcours logement. Et donc, essayer de rétablir cet appel à accession, favoriser cette accession sociale à la propriété qui a été quand même un petit peu malmenée avec cette décision-là, et solvabiliser, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, la capacité qu'on va avoir à maîtriser les prix, aujourd'hui, elle est pas du tout assurée. Donc, retravaillons la solvabilisation, surtout qu'on bénéficie encore, et je ne suis pas certain que ça dure non plus, d'un contexte de taux d'intérêt favorable. Donc, remettons, ça serait sans doute le premier sujet que je souhaiterais travailler. Le deuxième, ceux qui m'ont entendu ces derniers temps ont déjà entendu dire ça à multiples reprises, mais moi je suis aussi élu local. Je suis d'une commune depuis près de 20 ans, 8000 habitants, commune SRU, agglomération dite détendue, je vais y revenir. C'est de revoir intégralement, j'allais même jusqu'à dire supprimer le zonage. Le zonage, c'est quelque chose aujourd'hui que nous on qualifie, excusez-moi du terme un peu brut, d'archaïque, qui a été imaginé dans un temps pour essayer de réguler un marché, qui aujourd'hui n'a pas été révisé depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, avec ce qui se passe, mais même avant le Covid, avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que l'attractivité des territoires est en train de changer, il y a des basculements assez forts. Est-ce que c'est conjoncturel, structurel? Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps avant d'être sûr des propos qu'on tiendra par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on voit une inadaptation complète du zonage avec la dynamique économique qui peut exister au sein d'un même territoire.
Le zonage, il crée aussi une concurrence entre les territoires qui me semble, moi, risquée, dangereuse et pas nécessairement propice au développement de l'offre. Quand vous avez une ville A ou B1, par exemple, qui bénéficie du Pinel, et une ville moyenne ou une ville aussi attractive, mais qui est classée en B2, qui est à 50 km, et que tout le monde se jette à faire de l'investissement locatif sur une, et qu'il n'y a rien qui se fait sur l'autre, je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, c'est un petit peu juste, quoi. Il manque quelque chose. Voilà, donc le vrai sujet, c'est quand même de revoir cette question du zonage. Et ça, si le Premier ministre du Logement, qui sera là en mai 2022, ne prend pas ça dès mai 2022, comme c'est un sujet éminemment politique aussi, il ne sera pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment commencer par faire. Et puis, comme vous avez dit 2 ou 2,5 tout à l'heure, Pascal, je prends l'ADMI qui n'est pas tout à fait une demi d'ailleurs, mais pourquoi je dis une demi? Parce que je pense qu'elle est interministérielle, celle-ci, et notamment avec l'aménagement du territoire, avec le ministre qui sera en charge de la relation avec les collectivités locales, etc., c'est de remettre sur la table la problématique de la fiscalité locale. Ça a été abordé tout à l'heure avec la taxe d'habitation. Daniel proposait de supprimer la taxe foncière. Effectivement, l'élu que je suis va gronder. Mais on a quand même un vrai sujet sur la fiscalité locale, sur l'adéquation entre les dotations qui peuvent aussi arriver aux collectivités locales en fonction de leur politique du logement. Et tout ça, je pense qu'il faut le zonage, et cette partie-là, ça doit s'emboîter assez facilement à travers des obligations de PLH, à travers une décentralisation plus forte, à travers des politiques logement plus fines sur le parc existant, comme sur la construction neuve. Il y a quelques années, les PLH, ils nous disaient tant de logements neufs et à l'intérieur, tant de logements sociaux et tant de logements privés. Aujourd'hui, beaucoup de PLH intègrent des problématiques de parc existant, etc. Voilà, donc ça serait ces 2 mesures essentielles, rétablir l'appel à accession pour le solvabiliser et... le jour, j'ai dit faire péter le zonage, donc je vais le redire là. Et puis, le troisième, qui est un peu transversal, repenser avec les territoires, en leur donnant plus de pouvoir, toute la problématique quand même très sensible et très questionnante aujourd'hui de la fiscalité locale. Alors, mort au zonage, qui veut réagir? Beau sujet, mais voici. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Rapidement là-dessus, le point 2 et le 2,5, en fait, ça rejoint ce qui a été évoqué par plusieurs intervenants, et c'est la question du fait que... Oui, ça marche. Oui, ça marche le plus pas possible. Occasionnellement. Oui. Bon, c'est pas très Covid. Bien, c'est pas très Covid-friendly, mais ça fonctionne, donc ce qui est quand même important. Non, moi je pense que tout ça, ça pose la question de la limite du ministère du Logement et des politiques de logement si on le limite stricto sensu à l'acte de construire et du bâti. Et on a dans ce pays depuis maintenant quelques années, quelques décennies, arrêté d'avoir des politiques d'aménagement. Quand on parle des questions de zonage, c'est des questions d'aménagement. Quand on parle de questions de territorialisation, y compris par rapport à la question de la SRU, enfin la question de la SRU, quand on rentre dans le détail et dans la maille fine, on se rend compte qu'on a un certain nombre de cas qui sont absolument insolubles, qui ne seront jamais solubles. Mais on a mis un cache-sexe dessus puisque la loi existe et on a fait le job. Mais c'est pas ça qui fera sortir les choses, qui fera évoluer les choses, qui les rendra possibles. Moi, je crois que tout ça, ça revient à une chose. Est-ce qu'on est capable de concevoir le logement comme une globalité d'aménagement, comme une globalité de vie qu'on offre? Le poids du logement, le coût du logement n'a cessé d'augmenter de manière complètement désindexée par rapport aux revenus des gens qui y habitent. Le poids du logement dans le pouvoir d'achat des Français, et particulièrement en zone tendue en Île-de-France, n'a cessé d'augmenter. Je pense que le sujet de fond, au-delà de la mesure, comment on voit les zonages, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une politique du logement qui soit complètement transversale et qui redevienne une politique noble au sens propre du terme, c'est-à-dire une politique complète. C'est extrêmement difficile à porter, mais je pense que l'enjeu, c'est celui-là. Une autre réaction sur le zonage, Michael Nogan. Oui, ça fait partie des nombreux sujets sur lesquels on se rejoint avec Yannick Borde. Oui. Vous le savez, vous avez peut-être entendu parler de l'expérimentation en cours en région Bretagne, notamment sur le dispositif Pinel. Là aussi, je parlais de responsabilisation et de dialogue au niveau local.
on a un petit recul. Et, il faut que cette expérimentation, elle se poursuive et qu'on puisse tirer un bilan qui peut-être permettra au futur ou à la future ministre du Logement de prendre, comme le souhaite Yannick, cette décision en mai 2022 de supprimer le zonage. Mais pourquoi ça marche en Bretagne, des premiers retours que l'on a, c'est que dans l'équilibre, la dépense, on est à budget constant, si je puis dire, en termes de dépenses publiques. Et donc, ça implique que des communes qui étaient en zone B1 acceptent de passer en zone B2 et donc pas forcément éligibles, et inversement. C'est-à-dire qu'il y a ce dialogue au niveau local où des maires disent « Ok, je laisse mon droit à construire, à bénéficier du Pinel à une autre commune dont le dynamisme est plus important, qui a besoin de plus de logements, et donc ça va être ce mécanisme incitatif. » Mais en effet, ça implique ce dialogue local et de partager au niveau local. Donc, sur le fond, après, l'idée de suppression du zonage va dans le sens de la décentralisation et d'adapter les mesures au territoire, à leur évolution. Je crois aussi, avec le petit recul que j'ai après quelques années de législature, qu'on fait des lois sur le logement qui sont trop figées dans le temps. Et en fait, on le voit bien, les évolutions, et le Covid a été un accélérateur, mais ce n'est pas que lié à la crise du Covid. Je pense qu'on doit faire des lois, mais alors là, ça va dépasser même le logement, qui s'appliquent durant un temps donné, et on les reconduit tacitement si c'est pertinent de le faire. Mais je vois la complexité aujourd'hui dans l'élaboration de la loi de revenir sur des choses qui ont été faites par le passé, en termes de calendrier. L'ordre du jour, il est fixé et par le gouvernement et par le Parlement, mais ce n'est pas forcément Est-ce que ce n'est pas en même temps un peu contradictoire avec le problème de la loi pérenne qui fait que c'est bien d'avoir des règles et que si elles changent tous les jours, on le voit bien en matière fiscale, ça devient très compliqué. C'est évidemment, ça peut être perçu comme une injonction contradictoire, et oui. Mais c'est aussi la question de l'adaptation. Soit on veut plus d'agilité, mais donc ça nécessite d'être attentif, de se mettre à jour, donc de travailler aussi encore plus. Soit on veut des lois figées, mais qui au final ne correspondent plus ni aux besoins des élus locaux, ni aux besoins des acteurs du logement, ni aux besoins de nos concitoyens. C'est un sujet sur lequel, à mon avis, Philippe Pelletier veut peut-être dire un mot, non? Oui, si je m'étais ajouté au Club des 5 comme l'un des possibles ministres de l'Habitat, Daniel, j'aurais posé deux idées. La première idée, et ces deux idées, elles s'inspirent d'une démarche qui, à mon avis, a été une grande réussite collective, qui est le Grenelle de l'environnement. La première idée, c'est on démarre par un vrai roclore de l'habitat, c'est-à-dire une mise en commun, non pas d'un diagnostic, mais mise en commun de propositions portées par l'ensemble des facettes qui représentent la société, comme on l'avait fait avec les 5 familles du Grenelle. Et on le fait dans du long terme. Et la deuxième exigence, c'est que ça débouche, comme Jean-Louis Borloo a su le faire en 2009, ça débouche sur une loi de programmation qui s'inscrit dans la longue durée, parce qu'en 2009, il fixe un objectif 2050 et un parcours environnemental jusqu'à ce moment. On peut décliner la même méthode dans le domaine de l'habitat. Les sujets qu'on a à régler sont tellement lourds qu'ils ne peuvent s'inscrire que dans la longue durée. Et l'expérience a montré que la ligne qui a été fixée à cette époque, à plus de 40 ans, est une ligne que les gouvernements successifs, quelle que soit leur sensibilité, ont suivi, quitte à faire des ajustements ou des accélérations à tel ou tel moment. Il y a là une structuration de l'action publique et moi je pense que le sujet de l'habitat le justifie pleinement. Alors justement, notre Club des 5, pardon, mesdames, messieurs, de vous appeler ainsi, mais est-ce que sur les propositions d'un de vos collègues ou concurrents, je ne sais pas comment il faut le dire, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des réactions vous-même sur des sujets auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, ou au contraire, sur lesquels vous opineriez? Par exemple, ces histoires de zonage, est-ce que vous avez des réactions ou des envies
d'apporter une contradiction ou une... En ce qui concerne le zonage, ça va avec l'encadrement. Oui, ça va avec l'encadrement, oui. Parce que vous avez... on est obligé de rénover. Hein. Donc l'interdiction de louer entraîne la nécessité de rénover. Pour rénover, il faut bien quand même qu'il y ait de la recette pour les bailleurs, même si je reconnais qu'il y a les aides de MaPrimeRénov', il y a eu énormément d'efforts de fait et nous avons été écoutés. Mais ce sont les plafonds de loyer qui sont identiques, quelle que soit l'étiquette DPE. Je crois vraiment sincèrement qu'il faut se poser la question de cet encadrement. Alors on a dans la loi 3DS l'expérimentation qui aurait pu avoir un bilan intermédiaire sur le sujet et on continue à éventuellement envisager cette possibilité sur d'autres villes. Donc je crois vraiment que là il faudrait y réfléchir parce que la conséquence c'est qu'il y a des ventes de logements qui sortent du parc. Or justement on a besoin de loger des gens. Qui sortent du parc locatif. Anne-Sophie Grave, je vois que vous tendez votre micro. Oui, sur la question du zonage, en tout cas, moi, je suis très favorable à une révision de ce zonage. Alors, si on peut le supprimer, c'est encore mieux, mais puisqu'on voit bien, notamment, je vais prendre des exemples dans des communes qui sont concernées par le programme Action Cœur de Ville et qui, aujourd'hui, en réalité, ont retrouvé déjà une attractivité. Alors, j'ai parlé, nous, des opérations qu'on peut faire en logement intermédiaire. Eh bien, on ne peut pas les faire, effectivement, si elles ne sont pas en zone B1. Donc, on a des communes qui sont en zone B2, dans lesquelles on pourrait à la fois quelque part cocher la case de la rénovation d'habitats anciens dégradés, sortir du logement intermédiaire, ça répond aussi à des besoins de population. On parlait de la classe moyenne, alors il y a l'accession, mais il y a aussi effectivement le locatif. Et aujourd'hui, de manière très paradoxale, effectivement, on n'arrive pas à sortir ces opérations. Voilà, donc je pense qu'en tout cas sur le zonage, moi je suis très favorable, effectivement. Puis ce petit côté zonage, soyons honnêtes, ça participe un peu à la complexité du beau sujet. Quand on va expliquer un sujet à un néophyte du monde du logement, quand on commence à rentrer dans l'affaire des zonages, c'est un petit peu complexe, soyons honnêtes. Exactement. Et ensuite, sur effectivement la proposition de Philippe Pelletier, là, sur une grande loi de programmation, moi je suis assez favorable parce que je pense qu'on est quand même à un tournant en ce moment. Alors c'est vrai que traditionnellement, le sujet de l'habitat et du logement n'est jamais dans les campagnes présidentielles. Néanmoins, aujourd'hui, avec la loi climat, la problématique de non-artificialisation des sols, la problématique de la reconversion des friches, le recyclage de bâtiments anciens, on voit quand même qu'on est à un moment où il faut réinventer quand même la façon de produire. Il faut l'accompagner avec des outils aussi adéquats. Et effectivement, bon, ce qu'avait fait Jean-Louis Borloo avec le renouvellement urbain, effectivement, nous a apporté pendant, je dirais, très longtemps. On continue effectivement dans un certain nombre de quartiers à œuvrer en termes de rénovation urbaine. Mais on voit bien... Il me semble que je l'aperçois au fond dans la salle. Nous aurons l'occasion de le saluer tout à l'heure, mais je le salue d'ores et déjà, Jean-Louis Borloo. Voilà. Pardon, Anne-Sophie. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une impulsion à donner sur ce sujet, effectivement, de recyclage, de reconversion de friches, voilà, de comment on valorise, je dirais, ces fonciers existants, mais en donnant de la visibilité, je dirais, aux acteurs. Et c'est pour ça que je rebondis sur la proposition de Philippe Pelletier, puisque quand je réfléchissais effectivement avant de venir à cette table ronde, j'ai regardé un peu les outils qui pouvaient exister et en fait on vit toujours sur la loi d'orientation foncière de 1967 qui a défini tous les documents d'urbanisme et on voit bien que, et plusieurs d'entre nous l'ont évoqué, que ce sujet de la stratégie foncière demain alors, davantage territorialisé est absolument fondamental si on veut répondre, je dirais, à la problématique qu'évoquait Jacques Herman tout à l'heure. C'est effectivement comment on loge finalement demain nos concitoyens et comment on répond mal logement, etc. Ou ce que disait aussi Jean-Philippe Dugouin, en tant que maire. Voilà, donc ça me paraît être une piste intéressante. Emmanuel Legnaud. Oui. Non, moi je voulais revenir sur l'importance du sujet. Tout à l'heure on a dit finalement l'habitat c'est un sujet sociétal. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça a été une des priorités des gouvernements successifs. C'est vrai que le sujet, aujourd'hui, on est 75% en France à habiter la ville. Le ministère, je rappelle que c'était un secrétaire d'État, avant de devenir un ministère sous la tutelle du ministère de l'écologie. On ne donne pas non plus un signe fort et on ne crée pas les conditions pour avoir un ministère fort de la ville en France. Et pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on a évoqué le sujet de ce phénomène sociétal, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas dans les villes. Pourquoi il y a autant de réticences? Parce que aujourd'hui, entre les inconvénients que pose la ville et puis ses avantages, ça a été évidemment exacerbé par la crise du Covid, où on a vu, on ne pouvait plus accéder aux loisirs, à un certain nombre de services, etc. Et on avait quand même toujours ces inconvénients de la ville qui sont là, des logements parfois étroits, la pollution, le manque de nature, etc. Donc il faut réussir à rétablir ce déséquilibre, et pour ça, il faut se doter aussi de moyens, et en premier lieu desquels replacer la question du logement dans une sphère plus large qui est celui de la ville, et créer un ministère qui soit un ministère puissant en France. Encore une fois, il y a 4 millions de mal logés, il y a 700 en France, il y a 700 000 demandes de logements sociaux. À quand un grand ministère de la ville? Allez, un grand ministère de la ville, c'est une bonne idée. Yannick Borde, un dernier mot? Oui, je voulais revenir juste sur la question du zonage, parce que moi, quand je propose de le réviser ou de le faire évoluer, c'est pas de le supprimer nécessairement, mais de le rendre vraiment collé à la question des territoires, de faire en sorte que ça s'accompagne de la décentralisation un peu plus forte des politiques du logement, de les mettre en cohérence avec les PLH, ce qui est aujourd'hui quasi impossible dans un certain nombre de territoires. Ça nécessite aussi que les élus s'accaparent de façon peut-être un peu plus forte une matière qui est complexe pour un élu qui arrive. Et je ne pense pas qu'au zonage du Pinel, hein, Madame Grave a évoqué le zonage du logement social, il est aussi, sur les villes B2, cœur de ville, il est assez inadapté pour faire sortir les opérations. Donc c'est cette finesse des territoires qu'il faut qu'on s'approprie un peu plus, enfin qu'il faut arriver à s'approprier un petit peu plus. Et si je prends l'exemple du Pinel, par exemple, aujourd'hui, vous avez, quand on parle de l'expérimentation de la Bretagne, il faut se rappeler pourquoi elle est partie. Tout simplement parce qu'en Bretagne, vous avez des zones qui ont été classées B2 et C dans les zonages, sur lesquelles il y a des taux de chômage à 5,5, sur lesquels il y a des besoins de logement pour les salariés qui arrivent. Et du fait qu'on ait cette absence d'attractivité, on va dire, ou de sécurité des opérations immobilières, du fait de l'absence du dispositif Pinel, il y a peu d'opérateurs, alors qu'il y a potentiellement des marchés. Donc c'est toute cette cohérence-là qu'il faut arriver à remettre un petit peu au milieu du terrain de jeu, pour qu'on puisse arriver à produire de façon un peu plus cohérente sur un certain nombre de territoires qui sont aujourd'hui en sous-production. Allez, un grand ministère, un grand ministre de la cohérence. Michaël Nogal, un mot, et puis Jean-Philippe Dugouin-Climont. Oui, je pense qu'un ministre de plein exercice qui intègre l'ensemble des dimensions, aujourd'hui, le signal qui avait été envoyé en rattachant le ministère délégué au logement au ministère de la Transition écologique, c'était parce que le défi écologique est un défi majeur pour les prochaines années. Donc je crois que c'était bien pour donner la dynamique. Maintenant, cette dynamique, elle est lancée, ça fonctionne. Donc peut-être redonner, en effet, intégrer ville et logement, remettre ces deux dimensions ensemble. L'aménagement, on pourrait même parler d'immobilier, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le logement devient un lieu de travail, avec le télétravail qui prend de plus en plus d'importance. Donc je pense qu'il faut intégrer toutes ces dimensions. Et je voudrais simplement apporter une réponse à Daniel sur l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, version loi Elan, vous vous rappelez, c'est l'expérimentation de la loi Elan qu'on poursuit avec la loi de décentralisation. Elle ne vise pas à généraliser l'encadrement des loyers. Le législateur crée un outil dans les mains des élus locaux pour demander l'encadrement des loyers sur un territoire donné sur la base de critères qui sont fixés par décret. Et je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, Paris et Lille l'ont mis en place. Un certain nombre de communes du département de Daniel vont le mettre en place aussi très bientôt, dans les prochains jours. Vous avez Lyon et Villeurbanne, vous avez d'autres communes qui rentrent dans le dispositif. Et vous avez aussi des élus locaux qui ont fait le travail soit de demander l'encadrement des loyers, ils ne l'ont pas obtenu, le maire de Grenoble par exemple, parce que la situation et la tension en termes de demande de logement ne le justifiaient pas, ou des exemples, comme chez moi, je suis député de Toulouse, le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudin, qui est président de Toulouse Métropole, a réuni pendant plusieurs mois, a organisé une concertation pour savoir s'il était pertinent, au regard des élus locaux, des citoyens, des professionnels de l'immobilier, des acteurs du logement, savoir s'il était pertinent de mettre en place cet encadrement. La conclusion, c'était que non, en tout cas en 2019, quand les travaux ont été menés, non, il n'était pas pertinent à ce moment-là de mettre en place l'encadrement des loyers. Donc, ce qu'on fait, c'est simplement dire aux élus locaux, c'est à vous de le décider, c'est vous qui avez la connaissance de votre territoire, de la tension,
Et est-ce que ça se justifie ou pas? Je dis toujours que l'encadrement des loyers n'est pas une solution de long terme, mais à court terme, pour maîtriser l'inflation, je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Je le dis de manière populaire en plus. Très humble et très modeste, parce que c'est aussi, pas un aveu d'échec, mais en tout cas une difficulté à laquelle on doit faire face. Aujourd'hui, oui, l'encadrement des loyers à Paris, par exemple, il est absolument nécessaire. Et encadrement des loyers ne veut pas dire baisse des loyers. Vous connaissez les règles, loyer de référence, minoré, majoré, plus complément de loyer. En réalité, et c'est le message aussi que je veux faire passer aux propriétaires bailleurs, on peut avoir une rentabilité, y compris dans des territoires où il y a un encadrement des loyers. Jean-Philippe Dugoin-Clément, un dernier mot. Oui, je serais tenté de vous dire que ce n'est pas Jean-Louis Borloo qui veut, mais qu'il y a aussi des conjonctures et des cadres qui sont donnés. On est dans un pays qui est extrêmement dur à réformer, et quel que soit le sujet dont on parle, et quand on parle du logement, c'est particulièrement vrai. Il y a deux choses dont souffrent, je pense, tous les ministres, tous les secrétaires d'État qui ont assiégé, ou qui sont en responsabilité. La première, on est dans un pays qui est compartimenté, qui est segmenté, qui fonctionne en silos. Et si on n'est pas capable, sur un sujet qui est un sujet complètement transversal, comme le logement, certes, les symboles ne font pas tout, mais si on n'est pas capable de créer un ministère du logement, de l'aménagement, de la ville qui soit extrêmement large, qui soit potentiellement un ministère d'État, la réalité, c'est que la capacité à aller casser les silos, à aller chercher sur d'autres administrations, quelles que soient les qualités des femmes et des hommes qui seront amenés à occuper le poste, elles auront du mal à se faire. Et la deuxième chose qui est encore plus vraie, on est dans un pays où aujourd'hui le pouvoir est détenu à Bercy. Ce qui a permis de créer l'ANRU, ce qui a permis en 2002-2003 de lancer ce qui a été un paquebot qui fonctionne toujours, qui s'est ralenti, mais qui fonctionne toujours, de mettre un train sur des rails qui se poursuit dessus. Ça a été la capacité de Jean-Louis d'aller gagner des arbitrages budgétaires avec le soutien du président de la République, mais d'aller les gagner. Et ces arbitrages budgétaires face à Bercy, qui a une logique statique du budget, ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui a une logique culturellement, non pas d'imaginer le coût réel à 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais de l'analyser en instant T pour boucler le projet de loi de finances de l'année N. Et si on n'a pas un ministère qui est en situation de pouvoir parler, de pouvoir créer un rapport de force, on n'en sortira pas. Et je pense que là, ce n'est pas uniquement une question de gloriole pour le détenteur du poste, mais vous n'avez pas le même poids par rapport à Bercy quand vous êtes secrétaire d'État ou quand vous êtes ministre d'État. N'oublions jamais le poids essentiel des hommes qui font cette politique et des femmes qui font cette politique du logement. Mesdames, messieurs, un grand merci pour cette table ronde. Oui, applaudissez-les. Ils le méritent.